Bien, bonjour à toutes et à tous, chers collègues. C'est avec un certain plaisir que j'ouvre la réunion de notre commission d'enquête de ce jour dans la salle de la commission des lois pour la première fois. Et avec un sourire non dissimulé. Voilà, donc notre commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France et poursuit ses travaux aujourd'hui avec deux auditions. Et nous commençons par celle de M. Arnaud Montebourg, ancien ministre du redressement productif de 2012 à 2014. Monsieur le ministre, permettez-moi en préalable de vous remercier très sincèrement d'avoir accepté notre invitation et répondu aussi rapidement. Vous avez été ministre du redressement productif, puis ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique entre 2012 et 2014. Dans le cadre des fonctions ministérielles que vous avez exercées en 2012, vous aviez pour attribution de définir les orientations stratégiques industrielles et d'assurer le suivi des secteurs industriels et des services et aviez en charge, conjointement avec le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la politique des matières premières et des mines en ce qui concerne les matières énergétiques. L'énergie a figuré explicitement dans vos attributions lorsque vous avez été nommé en avril 2014 ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Le décret relatif à vos attributions d'alors dispose qu'il concourt à la définition et à la mise en œuvre de la politique énergétique. Dans le domaine de l'énergie, plusieurs sociétés ont défrayé les chroniques industrielles au cours de la période d'exercice de vos fonctions, Alstom et Areva notamment, ainsi que des entreprises étrangères telles que Siemens ou General Electric. Vous aviez lancé l'idée d'un Airbus de l'énergie au niveau européen. Les diverses auditions auxquelles nous avons procédé avec la commission d'enquête ont permis d'identifier des enjeux importants sans pour autant rendre transparents les mécanismes relatifs à la modification du capital des entreprises, rachat, cession ou fusion. Elles ont ainsi permis de mettre en évidence deux conditions essentielles au renforcement de nos entreprises dans le domaine énergétique, l'existence d'un tissu industriel en état d'activité et l'organisation de filières de formation suffisamment attractives. Elles ont également mis en évidence la dépendance industrielle de la France dans le domaine appelé à se développer comme le photovoltaïque et l'éolien. Je relève d'ailleurs que 2 des 34 plans que vous aviez définis pour une nouvelle France industrielle ont été dédiés aux énergies renouvelables et aux bornes électriques rechargeables. Nos auditions nous ont également amenés à nous interroger sur la portée d'accords électoraux portant sur le mix électrique. Vous avez été candidat aux primaires citoyennes de 2011 et 2017. Une des premières questions nous conduit à nous interroger sur le fait de savoir si l'énergie était réellement une thématique de campagne et quelle place l'énergie occupait dans ces campagnes. Monsieur le ministre, vous connaissez le fonctionnement des commissions d'enquête puisque vous avez, lorsque vous étiez député, été le rapporteur de celle consacrée aux tribunaux de commerce en 1998, et puisqu'ancien ministre, vous avez été auditionné en 2017 sur la situation d'Alstom et en 2021 sur la désindustrialisation. Je vous invite donc, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires, à bien vouloir prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. En conséquence de quoi, je vous invite à lever la main droite et dire « je le jure ». Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Cette introduction est un peu longue, certes, mais je tenais à ce qu'elle soit diffusée en intégralité, de façon à ce qu'on puisse, dans ce cadre-là de l'enquête, de cette commission d'enquête qui a été initiée donc par le Parlement, à propos de cette crise énergétique dans laquelle nous sommes, eh bien, il m'a paru utile donc de voir de qui nous parlons, en parlant donc d'Arnaud Montebourg, et nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter et ça vaut vraiment le détour. Ça vaut le détour parce que nous avons de la matière, nous avons des éléments factuels, nous avons des éléments d'appréciation sur le gouvernement précédent et sur ce gouvernement qui a pris la suite à travers son pilote Emmanuel Macron, qui alors était ministre de l'économie. Et il est vraiment très important pour être sérieux et crédible dans notre critique, de reprendre ces éléments-là qui sont accablants, mais vraiment accablants
pour Hollande déjà et pour Macron également. Vous allez écouter, ça vaut vraiment le détour. Et c'est un bon outil de propagande pour justement déconstruire tout le narratif du gouvernement actuel qui part en cacahuète avec son porte-parole Olivier Véran, qui je ne sais pas s'il est passé par le Paris-Brest pour ânonner ce genre de stupidité qu'on a vu précédemment concernant cette grève. Ce sont des gens qui partent en cacahuète et vraiment ça vaut la peine de reprendre justement position par rapport à ce que dit Montebourg, parce que Montebourg, quoi qu'il en soit, j'ai jamais, là aussi, c'est pas quelqu'un qui m'a vraiment séduit, j'aimais pas trop ses positions, mais en l'occurrence, sur ce sujet-là, au moins, on peut l'écouter, parce qu'il a l'air d'être certain de ce qu'il dit, et tout au moins, il a l'air compétent. Puis en plus, il a créé une entreprise et tout, donc c'est un type quand même qui connaît le terrain, hein, qui n'est pas resté dans les hautes sphères de l'administration à être planqué comme beaucoup, hein, comme certaines ou certains. Voilà. Je vous laisse découvrir son propos. À bientôt. Vous m'interrogez sur la situation actuelle, depuis 30 ans et ses raisons. Je verrai 3 réponses à donner à la commission d'enquête. La première, c'est que nous n'avons pas résolu le problème de notre dépendance aux énergies fossiles. Et c'est une dépendance qui s'est aggravée. C'est une première responsabilité. On aurait pu finalement se dire que dans les années qui sont écoulées, on aurait pu imaginer une autre trajectoire sur la consommation de pétrole et de gaz, et de charbon, surtout de pétrole et gaz. Deuxièmement, c'est un échec des énergies renouvelables à remplacer les énergies fossiles. J'y reviendrai parce que c'est un point sensible. Et troisièmement, c'est l'affaiblissement par nos propres soins de l'indépendance que nous avions constituée à travers l'appareil de production électrique d'origine nucléaire. Donc je voudrais traiter ces 3 points brièvement, puis ensuite me soumettre à vos questions et votre questionnement. Se payer le prix du gaz. Dans les transports, on pourrait faire le même raisonnement de nos échecs, donc il faut les regarder en face. Je n'accuse d'ailleurs personne, je pourrais même me mettre dans l'accusation s'il s'agissait d'une accusation. Dans le transport, on ne peut pas tout miser sur l'électrique, d'abord. Il y a 38 millions de véhicules thermiques, il y en a 1 million de véhicules électriques. Nous avions fait l'analyse qu'il fallait effectivement pousser le véhicule électrique à la condition qu'on maîtrise ce qui fait la valeur du véhicule électrique, c'est-à-dire la batterie. Donc, j'avais monté un plan batterie parce qu'il nous manquait quelques briques au CEA. Le LITEN, qui était l'outil de recherche du CEA, avait un certain nombre de briques, mais il en manquait un certain nombre. Donc, quand je discutais avec le patron de Renault de l'époque, M. Carlos Ghosn, je lui disais, je veux des batteries en France. Il me disait, non, elles seront coréennes ou japonaises, parce que c'est pas possible en France. Je lui disais, non. Donc, j'ai fait un plan industriel avec l'industrie automobile en disant, vous allez me le faire, le plan. Ça prendra le temps qu'il faut, mais on va le faire. Ce plan était doublé d'un autre, qui était le plan des 2 constructeurs français, PSA et Renault, du véhicule 2 litres au 100. Aujourd'hui, si on avait des véhicules à 2 litres au 100, est-ce que vous ne pensez pas que l'industrie automobile aurait un certain succès, d'une certaine manière? Parce que quand on a 38 millions de véhicules thermiques et qu'on ne sait pas, on sait parfaitement qu'on ne pourra pas les remplacer au prix où est le véhicule électrique, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer ça? Alors nous, on l'a imaginé avec PSA, avec Renault. Alors malheureusement, ces plans industriels ont été abandonnés après mon départ. Je le regrette, je le dis ici à la commission d'enquête. Parce que pour moi, les politiques industrielles, c'est des politiques transpartisanes. Quelles que soient les alternances, les ministres. Moi, excusez-moi, j'ai trouvé... Christian Estrosi, avant moi, avait laissé des plans industriels... avait laissé le Conseil national d'industrie des filières. J'ai trouvé ça super. Et on a continué. Donc mon successeur, qui est un honorable ministre, qui a eu un destin, mon successeur n'a pas donné suite à ces plans. Du coup, on a sorti un plan batterie il y a quelque temps, disant on va faire des batteries en France. On fait de l'assemblage de pièces venues d'ailleurs. Donc le plan batterie, si on avait pris ces 10 années pour les bâtir, on n'en serait peut-être pas là, sur le terrain de la souveraineté et de la dépendance, parce que c'est notre question. Et aujourd'hui, il y a des Français qui ne peuvent pas aller au travail, parce qu'ils ne peuvent pas mettre de l'essence ou du gazole à 2 € le litre. Si on avait les 2 litres au 100, aujourd'hui, la moyenne dans les réservoirs, c'est 6 litres.
6-7 litres. Donc 3 fois moins, c'était un effort de souveraineté par rapport à notre dépendance. Bon, ça, on y a pensé il y a 10 ans. Il n'y a pas eu de suite. C'est dommage. Donc une commission d'enquête peut ouvrir l'esprit public sur cette absence de continuité transpartisane. Enfin, si c'est des mêmes partis, d'ailleurs, c'était la même majorité. Alors, je ne sais même pas transpartisan, c'est transpersonnel, on devrait dire. Bon. Alors, deuxième élément d'aggravation, c'est l'atteinte à l'indépendance énergétique de la France par les décisions européennes. Moi, je n'accuse pas particulièrement l'Europe, parce que je vais réserver quelques critiques à nous-mêmes, et je viens de le faire. Mais enfin, les règles de fixation du prix de l'électricité européenne qui sont indexées sur le gaz, depuis 1996, ça ne posait pas de problème. Enfin, quand le gaz est devenu un bien rare et qui coûte une fortune, et que tout le système organise la contagion de la flambée du prix du gaz vers les factures de l'électricité, du particulier comme du petit entrepreneur, comme de la grande entreprise, c'est un système qui détruit l'économie française, qui est en état, excusez-moi, d'étouffement économique aujourd'hui. Quand vous avez le patron de Michelin, il y a un mois, qui a dit à Clermont-Ferrand, devant 300 personnes, donc c'était un propos public, je me permets de le reprendre, ma facture électrique était de 250 millions d'euros l'année dernière, elle est à 1,2 milliard, encore 6 mois comme ça, et je déménage tout Michelin hors de France, c'est qu'il y a un problème. Quand vous avez une pétition, que j'ai signée d'ailleurs, parce que moi aussi je suis entrepreneur, je fais des glaces à la ferme, et je peux vous dire, on va les faire à perte si ça continue. Parce que la facture énergétique, les contrats ont glissé, je suis obligé de continuer à travailler. J'ai des employés, il y a les paysans qui travaillent, qui font la glace, mais le prix de l'électricité a explosé. Et nous, comme on est en bout de ligne, je peux vous dire, on n'a pas le choix de renégocier des contrats. Nous, il n'y en a qu'un. Hein. Et c'est ce prix-là, et si vous n'êtes pas content, c'est terminé. Donc, il y a une pétition de 25 000 entrepreneurs qui circule sur le net, de gens qui demandent à ce que nous nous déconnections, non pas du marché européen, mais de la fabrication du prix européen. Et franchement, ça ne nous empêchera pas de vendre et d'acheter de l'électricité. Ça nous permettra juste d'avoir un peu de liberté. Alors quand je croise la présidente de la commission de régulation de l'énergie, ancienne ministre, elle me dit « Oh, mais ça va venir !» Mais il n'y a plus le temps, là. On a de l'urgence. Et donc, j'appelle la commission d'enquête parlementaire à reprendre ce cri d'alarme de la base, qu'on n'entend pas, parce qu'on a entendu les boulangers, mais c'est toute l'économie qui est concernée. Alors, deuxième élément, c'est l'échec des énergies renouvelables. Et ça, je veux vraiment le dire et pour contribuer à la réflexion publique, à remplacer les énergies fossiles. C'est un échec qui n'est pas que français, c'est un échec qui est européen. L'Allemagne a investi 500 milliards dans les énergies renouvelables et elle a ouvert 10 centrales à charbon et au gaz. J'ai la liste, j'ai les noms, parce qu'on dit souvent, non, c'est pas vrai. Si, et depuis 15 ans, 10 ans, elle a ouvert, en investissant dans l'énergie renouvelable, elle a ouvert des centrales à charbon et au gaz. Nous avons investi 200 milliards, et alors nous, on n'a pas fermé nos centrales à charbon. Je vous rappelle que Cordemais, Saint-Avold ont été réouverts, continuent à fonctionner. Je les avais fermés, moi, avec Madame Bateau. Vous voyez, elles sont encore en état de marche. Et mieux, on vient d'ouvrir une centrale au gaz à Landivisiau, en Bretagne, en 2022. Donc, on voit bien que la mécanique des énergies renouvelables, c'est un couplage avec de l'énergie pilotable. Et les énergies renouvelables ne sont pas pilotables. Le vent, le soleil, nous ne les décidons pas. C'est aussi coûteux que le nouveau nucléaire. C'est réducteur du solde d'exportation d'électricité. Nous importons, puisque le nucléaire permet d'exporter de l'électricité sur des réacteurs qui sont amortis, donc pas chers. Nous importons du matériel, je veux dire un mot sur le sujet. Nous n'avons jamais réussi à convaincre les Allemands d'imposer des taxes anti-dumping contre les panneaux photovoltaïques chinois. Je me souviens avoir rencontré à l'ambassade des États-Unis le ministre de l'Énergie, qui était de passage américain, et je lui avais dit « Comment vous faites pour les panneaux photovoltaïques ?» Il m'avait dit on met des taxes, mais on a une représaille. Mais on assume. Et c'est comme ça qu'ils ont gardé leur industrie du panneau photovoltaïque aux États-Unis. Mais nous, on ne l'a pas fait. Donc l'industrie allemande, italienne, espagnole, française a été, sur le panneau photovoltaïque, détruite. Donc quand on installe les panneaux photovoltaïques, on sait qu'on fait des chèques aux Chinois. Et puis, vous avez la perte de contrôle d'Alstom, où je rappelle que nous avons perdu, alors que nous étions avec Alstom leader mondial des turbines hydrauliques,
Nous avions 25% du marché mondial, donc c'est passé sous contrôle américain. Il y avait les machines et les turbines pour l'éolien maritime, c'est passé sous contrôle américain. La business unit des réseaux, c'est passé sous contrôle américain par notre faute. Là, c'est pas l'Europe, c'est nous. Bon. Et puis après, vous avez les problèmes d'acceptabilité sociale. Donc tous ces éléments-là ont fait que les énergies renouvelables, non seulement n'ont pas réussi à nous débarrasser de la dépendance des fossiles, mais en plus, nous n'avons pas construit les outils industriels qui nous auraient permis d'être puissants sur la question. Alors, le troisième point, qui est le point, à mon avis, le plus important, c'est l'affaiblissement par nos propres efforts, si j'ose dire, de notre indépendance énergétique patiemment construite dans la filière nucléaire. Alors, cet affaiblissement, puisque c'est la question que vous m'avez posée, Monsieur le Président, j'en ai été le témoin oculaire et actif. D'ailleurs, je voudrais vous en faire la narration aussi précise que possible, aussi documentée que nécessaire. J'ai apporté les éléments, les documents internes à l'administration au gouvernement de l'époque, pour que vous ayez, parce qu'il y a eu des traces écrites de discussions dans le collège gouvernemental sur la question du nucléaire, et aussi honnête et désintéressé que je dois l'être. Je veux juste rappeler par déontologie que j'ai été élu pendant 18 ans en Saône-et-Loire. J'ai été le président du département et j'ai été député ici pendant 3 mandats. La Saône-et-Loire abrite toute l'industrie de la forge, de la chaudronnerie industrielle de Framatome et Areva, ex-Areva, maintenant Renault, mais Framatome, et que j'ai eu à connaître de l'intérieur cette industrie, ses fragilités, ses forces, et le caractère extraordinaire de ce qu'elle représente comme génie. Dans ingénieur, il y a le mot génie, de génie français d'avoir été capable de reprendre une licence Westinghouse et de construire en très peu de temps une industrie aussi fiable, qui n'a pas connu d'accident, qui a su organiser son propre contrôle pour éviter les dérapages, et qui a su offrir à la France une indépendance exceptionnelle tout en faisant travailler ses territoires. Je l'ai connu de l'intérieur. 10 ans après avoir quitté mes mandats, je ne les ai pas renouvelés depuis maintenant. Mon dernier mandat est venu à échéance de conseiller général en 2015. Voilà, 8 ans. Je n'ai pas changé d'avis. Voilà. Donc c'est une parole exprimée d'un homme tout à fait libre, qui n'a pas d'intérêt dans l'industrie nucléaire, mais qui pense que c'est un attribut considérable pour l'indépendance de la France. Alors je voudrais délimiter mon témoignage et le faire commencer au mois de novembre 2011. Je suis entré en fonction au mois de mai 2012 au redressement productif. Mais à l'époque, j'étais membre du bureau national du Parti socialiste, mon parti de l'époque, que j'ai quitté en 2000... il y a longtemps maintenant, il y a maintenant un moment. Et j'ai donc été témoin de l'adoption par le Parti socialiste de l'accord entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. J'étais membre du bureau national. J'étais arrivé 3e à la primaire après avoir mis en ballottage Mme Aubry et M. Hollande. Et à l'époque, après la distribution des rôles, c'est-à-dire M. Hollande avait gagné la primaire, Mme Aubry, qui dirigeait le Parti socialiste, et j'étais dans la majorité de Mme Aubry, donc j'étais au courant de l'accord qui avait été passé avec Mme Duflot, qui dirigeait à l'époque le Parti écologique. Un accord a été passé entre ces deux dirigeantes de haute qualité. L'une avait été ministre, l'autre allait le devenir, et ont pris la décision de passer un accord de réduire le nucléaire de 24 réacteurs qui devaient être fermés d'ici 2025, nous étions en 2011, et avec horizon 2025, une limitation à 50% de la production électrique d'origine nucléaire qui se traduisait par une fermeture de 24 réacteurs. Donc c'est un accord qui avait été négocié, auquel je n'ai pas participé aux négociations, et vous allez très vite comprendre pourquoi, mais c'est un accord contre des circonscriptions, puisqu'il y avait 60 circonscriptions qui avaient été offertes au Parti écologiste, qui d'ailleurs a provoqué beaucoup de réactions, y compris en Saône-et-Loire, puisque une dans mon département avait été affectée au Parti écologiste, et j'ai indiqué qu'il était hors de question qu'on soutienne quelqu'un qui allait taper sur l'énergie nucléaire et le fermer dans le département où on produisait des chaudières nucléaires. Donc j'ai dit, c'est très bien,
nous présenterons une candidate, qui était une de mes vice-présidentes du Conseil général, qui d'ailleurs a été élue contre le candidat de l'écologie Les Verts, parce que nous ne voulions pas accepter cet accord. Alors, je vous le dis tout de suite, tout le monde s'est posé la question, je crois que vous avez posé la question à plusieurs dirigeants politiques, comment avait été noué cet accord ? L'accord a été présenté par Martine Aubry à l'époque comme un changement de société et par Cécile Duflot comme une rupture historique. Bon, pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique de manière à marquer les esprits et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après, vogue la galère. Alors, il y a quand même eu un vote au Bureau national du Parti socialiste. Il y a eu 33 voix pour, 5 contre. J'ai fait partie des 5. Il y a eu quelques prises de parole expliquant qu'il n'était pas acceptable qu'on puisse, d'un trait de plume, briser une industrie de cette nature. Je n'étais pas le seul, mais nous n'étions pas très nombreux. Et les réactions qui se sont enchaînées au sein de mon parti de l'époque ont été surtout liées aux circonscriptions et bien trop peu au problème des réacteurs. Je crois que M. Cazeneuve était intervenu à cette époque, mais il n'était pas, je crois, membre du Bureau national. Mais il s'est exprimé à l'époque. Et nous étions tout à fait d'accord. Donc, c'est de cette date-là qu'a commencé le problème de l'affaiblissement de la filière nucléaire. Même si vous êtes remonté jusqu'à l'époque du gouvernement Jospin avec la fermeture du Creil-Smallville et du premier réacteur à sodium, à neutrons rapides. Enfin, là, c'est 24 réacteurs en état de marche. Je vais vous dire les conséquences que ça a eu dans le processus décisionnel. Alors, François Hollande, candidat de notre parti, a déclaré immédiatement ne pas vouloir fermer les 24 réacteurs, tout en conservant la fermeture du plus ancien d'entre eux, Fessenheim. Et il a maintenu l'objectif des 50% réduits à horizon 2025, et il est entré à l'Élysée sur cette base-là, en quelque sorte nettoyer des excès de l'accord. J'arrive au ministère, à Bercy, je trouve une filière nucléaire structurée autour de EDF, Areva et le CEA, dès 2012, qui rassemble 2500 entreprises, employant 220 000 salariés, excusez du peu, chiffre d'affaires de la filière 46 milliards, exportation 5,6 milliards, 1,8 milliard d'investissement R&D, ça veut dire que c'était une des filières les plus innovantes du pays, et qui prévoyait 110 000 recrutements. Je rappelle que nous sommes dans un contexte d'affaissement de l'économie et de l'industrie. Nous avons une filière qui tient debout, qui est solide sur ses bases, et qui, évidemment, arrive en confrontation avec le programme du nouveau président. Et à l'époque, le Conseil de politique nucléaire, je vous ai sorti un document qui n'est pas confidentiel, défense, mais qui est le relevé pour la filière de la nucléaire du Conseil de politique nucléaire, qui avait fixé EDF comme chef de file de la filière en 2011. Et j'ai jugé qu'il n'y avait aucune raison de remettre en cause cette excellente décision. Donc EDF est désigné dans le Conseil de politique nucléaire, où là, il y a le nucléaire civil et militaire qui discutent ensemble de la cohérence de la politique. Et j'y siégeais comme ministre en charge de la filière. Et évidemment, nous avions tous en tête la réussite de ce modèle d'entreprise publique. Un prix de l'électricité le plus bas d'Europe, 2,5 fois moins élevé qu'en Allemagne. On avait des problèmes de compétitivité à l'époque. On était content d'avoir le prix de l'énergie le moins cher d'Europe, grâce aux efforts des générations précédentes. La moins émettrice de CO2 d'Europe. Nous sommes le pays le plus vert d'Europe sur la fabrication de l'électricité, et qui s'appuyait sur 2 technologies, l'hydraulique, j'y reviendrai tout à l'heure, et le nucléaire. Sur l'exportation, nous étions à Taishan, Olkiluoto, et Hinkley Point est ensuite arrivé avec Sizewell. Donc EDF n'exportait pas que de l'énergie, toute la filière était exportatrice. Mon travail a donc consisté à continuer cet effort d'exportation. J'ai même emmené l'équipe de France du nucléaire, pilotée par M. Proglio à l'époque, avec qui d'ailleurs j'avais des rapports de patriotisme économique. Voilà. Tout le monde connaît les opinions de M. Proglio, tout le monde connaît les miennes. Mais franchement, on était d'accord pour dire il faut gagner à l'exportation. Donc j'avais constitué une équipe de France du nucléaire. Nous sommes allés en Arabie Saoudite.
Depuis, nous avons perdu, puisque les Saoudiens ont choisi une autre solution que la nôtre, mais on a fait ce travail. C'est un travail donc très important. Nous nous préoccupions bien sûr de la filière industrielle dans toutes ses composantes, y compris les sous-traitants. Vous trouverez dans la documentation que je transmets à la commission d'enquête le compte-rendu de la filière et du conseil que nous avions réuni à l'époque sur toutes les questions concrètes, sociales, de recrutement, de formation. On faisait tout un travail avec les syndicats et le patronat et les entreprises de la filière. Le ministère dont j'avais la charge était chargé d'exprimer la politique de l'État actionnaire à l'intérieur de EDF et Areva, mais la politique énergétique m'échappait, puisqu'elle était entre les mains de ma collègue ministre de l'écologie. Or, pour moi, la question de savoir où est-ce qu'on place le ministère de l'énergie est un sujet stratégique. On peut imaginer, c'est un point pour la commission d'enquête, de réflexion pour la commission d'enquête, on peut imaginer que la question énergétique relève de l'écologie, on peut aussi imaginer qu'il relèverait de l'économie et de l'industrie. J'ai noté que depuis le Grenelle de l'environnement, il y avait un rattachement du ministère de l'énergie à l'écologie. Je vois que depuis peu, il est détaché maintenant. Je pense que la bonne méthode, ce serait quand même d'avoir l'industrie de l'industrie avec l'industrie. Alors, dans ce contexte d'affaissement de notre industrie que nous connaissions à l'époque, nous étions confrontés à l'engagement du président de la République, M. Hollande, qui était quand même le démontage d'une filière archi-profitable, exportatrice, qui investissait. Et donc, pour nous et mon équipe, c'était un énorme problème. Notre analyse était que l'engagement du président de la République ne pourrait jamais être tenu parce qu'il menait à l'impasse. Je vous le dis franchement. Il était impossible de réduire à 50% en 13 ans sans fermer 2 réacteurs par an. Et pour une raison simple, comme c'était de l'électricité pilotable, il faudrait réouvrir les centrales à charbon et au gaz qu'on me demandait de fermer avec la ministre de l'écologie. D'ailleurs, j'allais sur les sites dire aux travailleurs, quand même, je suis allé, je crois, dans le Nord, ils n'étaient pas très contents quand même qu'on leur annonce que c'était la fin du charbon. On leur a dit, oui, il y a quand même une donnée de l'histoire. Donc, on nous demandait de fermer les centrales à charbon, mais on savait que si on fermait des réacteurs nucléaires, il se passerait exactement ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'ils ont réouvert, ils ont fermé 11 centrales nucléaires, Mme Merkel, et ils en ont réouvert 10 centrales à charbon et au gaz en même temps. C'est exactement ce qui risquait de se passer, et tout le monde en avait conscience. La Belgique est exactement en train de faire la même chose. Et en même temps, il n'y avait pas de capacité de remplacement par les énergies renouvelables en si peu de temps. Je rappelle qu'un réacteur fermé, nous en avions fait l'analyse, c'est 800 éoliennes à installer par réacteur. Donc si vous fermez, où est-ce qu'on va les mettre? Et ça coûte 4 milliards. Donc on détruit des capacités de production profitables, amorties, qui peuvent encore durer un certain temps et plusieurs décennies, et il fallait les remplacer par des nouvelles capacités. Donc tout ça n'avait aucun sens, c'était une impasse à la fois technique, économique, financière et industrielle. Je vous fais passer une note des 3 services, la Direction du Trésor, de l'Agence des participations de l'État et de la Direction générale des entreprises, qui s'appelait la DG6 à l'époque, du 3 juin 2014, qui explique l'impasse. C'est une note destinée au ministre. Donc là-dedans, ministre des Finances, ministre de l'Économie, je l'étais, ministre de l'Industrie, tous ceux qui étaient à Bercy. Donc cette note, vous verrez qu'elle est tout à fait claire sur la nature de l'impasse. Et évidemment, pour nous, on allait fermer des usines, des centrales nucléaires, archi-profitables, amorties, certifiées par l'autorité de sûreté nucléaire, envoyer les employés au chômage. Donc c'était de la destruction de valeur pure par bêtise politique. Et quand on a eu à traiter l'affaire de Fessenheim, Monsieur le Président, nous avions fait le calcul avec mon équipe, et là vous aurez une note de mon cabinet faisant la démonstration, et qui a été transmise aux autorités, au collège ministériel, au gouvernement, au Premier ministre, au Président, dans toutes les discussions que nous avons eues sur la question de Fessenheim. C'est une perte de 4 milliards en 20 ans. Il va falloir réinvestir dans des capacités de production qui ne sont toujours pas là.
Et par ailleurs, c'est 950 emplois qu'on envoie au chômage. Moi, je passais ma vie à éviter de fermer des usines qui faisaient faillite, et on me demandait de fermer des usines rentables. Donc on était au pays de Ubu. Donc ça se passait très très mal en interministériel. Donc j'ai décidé, avec mon équipe, d'ouvrir la bataille politique contre cette absurdité. Et d'abord, j'ai pris appui sur la filière et le Conseil national de l'industrie. Celle-ci a rendu un avis le 29 juillet 2013. Vous aurez cet avis à l'unanimité. Syndicats de la totalité du Conseil national de l'industrie. Syndicats, patronat, sans aucune exception, dirigé par M. Dehecq. Je ne sais pas si vous connaissez M. Dehecq, l'ancien patron de Sanofi, qui était le président du Conseil national de l'industrie, mais enfin, il n'a pas la langue dans sa poche, et en matière d'indépendance, il pourrait occuper tous les emplois des autorités administratives indépendantes de la République, tellement il est libre. Et il a pris cette initiative de formuler un avis, il a rassemblé tous ces gars, toutes les filières, et il a dit, vous aurez le texte, nous avons besoin de l'énergie nucléaire. Arbitrage, est-ce qu'il y a une défiance sur les propositions que vous faites pour construire ces accords qui laissent présager leur non-exécution par le futur? Alors je raconte la scène de l'arbitrage à l'Élysée, le salon vert, dans la narration que j'en ai fait dans mon livre, et je vais vous en faire la narration. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à l'Élysée en disant je suis contre cette acquisition par General Electric, nous avons les moyens de la bloquer. Et je propose que nous poursuivions. Donc on bloque, on dit non, et on ouvre le débat avec les Allemands, sans être sûr que ça marche, il ne faut jamais se lier les mains, mais on travaille avec les Allemands et les Japonais. J'ai été désavoué par le président de la République, qui a dit non, on va faire l'accord avec les Américains, mais j'avais donc un subsidiaire. Selon quelle modalité le ministre de l'économie est capable de faire un accord avec les Américains? Je dis je veux une nationalisation d'Alstom qui restera, 3 co-entreprises, le rachat du signaling et des pénalités s'ils ne créent pas les 1000 emplois qui sont dans l'accord. Ils les ont payés parce qu'ils ne les ont pas créés. Il y a 50 millions qui sont allés à Belfort aujourd'hui, qui sont investis à Belfort. C'est les pénalités que j'avais mis dans mon accord. C'est le seul point qui a été appliqué dans mon accord. Voilà. La décision, elle a été celle-là. Les rapports avec l'Élysée, écoutez, c'est des rapports de travail. Hein. C'est des rapports de force. Mais c'est normal. C'est très important ce qui s'est joué ce jour-là. Voilà. Écoutez, on a perdu, en 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier. Péchinet, leader mondial de l'aluminium. Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie. Technip, un des leaders dans l'oil and gas. Lafarge, le ciment donné aux Suisses. Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia. On était plus haut qu'eux. Je ne vous parle même pas de Essilor. C'est ça le résultat. Et on sort mon décret quand il y a Carrefour qui risque d'être racheté par Couche-Tard. Il faut se réveiller, là. Donc vous êtes une commission d'enquête sur la souveraineté. La souveraineté, ça a un sens. C'est que ça, si vous voulez, quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France, que les PME travaillaient pour ces boîtes-là. Mais tous les dirigeants, là, je vais dire aussi un mot, parce qu'on accuse les gouvernements, mais les présidents de ces boîtes-là, est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France? C'est entre 10 et 15 millions. M. Cron, il a touché, je crois, 13. M. Lafont, 15. M. Combes, 13. Voilà, c'est le prix de la trahison de la France. C'est pas cher, hein. Ça fait partie de la question qu'il nous faut poser. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a aussi les dirigeants de ces entreprises. Maintenant, si on a pris un décret, c'est pour s'en servir.